Bonjour à tous. Pour ceux que j'ai pas encore croisés, je suis arrivé un peu en retard ce matin, donc j'ai pas croisé tout le monde. Est-ce que vous m'entendez au fond ou super. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Neige Medine. Pour faire simple, vous pouvez m'appeler Neige tout court. C'est comme la neige. C'est un surnom qu'on m'avait donné. Je suis GDE Cloud, Google Developer Expert, et je travaille beaucoup sur tout ce qui est API et GCP, Google Cloud Platform. D'accord. À la base, je suis développeur. Donc d'ailleurs, vous allez voir que durant cette présentation, il y a pas mal de choses qui me parlaient quand j'étais développeur. D'accord. Donc on va parler de l'architecture Mac. Qui a déjà entendu parler de cette notion architecture Mac? Il y en a un dans la salle. D'ailleurs, en fait, vous allez voir, c'est que l'architecture Mac, on n'invente pas une architecture, mais plutôt on va dire, si vous souhaitez faire un SI, un système d'information qui est bien fait, il faut se reposer sur les principes que je vais citer après. Et peut-être aussi, on va parler de l'architecture Mac, ou plutôt le Mac tout court, c'est la vitesse et la vélocité plutôt en fait d'un objet divisé par le speed. Donc on va parler aussi de la vitesse que peuvent avoir des avions de chasse et tout ça. Donc ça, c'était une blague. C'est vrai, on va pas faire ça parce que c'était pas ça en fait sur lequel on s'est engagé. Donc de vous parler de ça. Donc plutôt on va parler d'autre chose. On va commencer par parler un peu quand vous allez faire de l'architecture Mac. En fait, ce sont des principes et des patterns en fait qu'on va définir qui vont vous permettre en fait de créer des applications ou builder votre système d'information pour être scalable, pour être, je ne sais pas si ça se dit pas en français, pluggable, c'est-à-dire vous êtes capable à tout moment de rajouter d'autres applications. Quand vous avez un SI dans une banque, dans une assurance, peu importe, à un certain moment vous démarrez avec un parc applicatif et au fur et à mesure des besoins qui arrivent, en fait vous allez rajouter petit à petit. Donc ça c'est généralement l'architecture Mac, qu'est-ce qu'elle permet de faire. Quand vous allez faire des recherches sur Internet, vous allez trouver aussi ce qu'on appelle la Mac Alliance. La Mac Alliance a vu le jour en 2020, c'était Commerce Tools, Constant Bank, EPAM System et Valtech. Ils ont fondé un peu en fait ce qu'on appelle l'Alliance Mac, c'est de se regrouper pour essayer de pousser en fait les principes de l'architecture Mac. Donc on va commencer par la première des choses. J'ai dit Max, donc au final c'est un acronyme en fait pour dire trois choses. Pour dire la première c'est microservice. Euh, Quand on fait du microservice, moi j'aime toujours en fait faire référence à ce livre-là en fait qui est très intéressant, dans lequel en fait Sam Newman en fait il définit un peu ce que c'est un microservice. Dans mes activités, par exemple, quand je suis aussi traîneur GCP, quand on parle aussi de microservices, je vois aussi des entreprises ou des gens en fait qui prennent le mot micro à la lettre. Et micro, en fait, ils vont descendre très bas en fait dans le découpage en fait de leurs applicatifs. J'ai fait aussi des missions d'audit où parfois je tombe sur des équipes de dev qui vont faire des architectures microservices. C'est vrai, en fait, quand on le voit de loin, en fait, on voit plusieurs repos Git, on voit plusieurs pipelines, mais ils descendent très finement dans le découpage où ça devient invivable. En fait, on peut avoir une application juste qui va mettre à jour la base de données, une autre application en fait qui va juste faire des appels API. Donc au final, en fait, quand on dit microservice, faites attention, le mot micro, c'est pas vraiment être très fin, mais plutôt en fait d'être capable de se dire cette application ou mon architecture, elle sera en microservice et un microservice, ça va couvrir un périmètre métier. Donc quand j'ai quelque chose qui a un cycle de vie commun, tout ce que je vais développer, ça va être une réponse à un besoin métier généralement et surtout que le cycle de vie de ce petit applicatif que j'ai appelé microservice, en fait, il va évoluer d'une certaine manière. Après, en fait, les microservices, ou plutôt, en fait, quand on parle généralement du microservice, on fait référence aux monolithes. Les monolithes, c'est quoi? C'est au final, on démarre petit, et après, en fait, au fur et à mesure, on va rajouter, jusqu'à ce que ça devient un peu ingérable. Un exemple de monolithe, en fait, je peux le schématiser avec un truc 3D joli et tout ça. Donc, c'est au final, en fait, des petits briques, en fait, qui s'assemblent. Mais moi, j'aime toujours, en fait, faire des analogies de la vraie vie. Je suis d'origine tunisienne et en Tunisie, en fait, on voit beaucoup ça. Ça, c'est quoi? C'est une analogie que je fais en fait d'un monolithe dans le bâtiment.
Généralement, comment ça se passe, c'est que, bon, on va dire, mon père, en fait, il a commencé à construire sa maison, et par la suite, elle a eu l'idée, en fait, de se dire, bah, mon fils, il a grandi, il va se marier, bah, je vais rajouter un autre étage pour mon fils. Ma soeur, pareil, un troisième étage, un quatrième étage. Après, il a dit, bon, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, il y a du commerce qui se développe dans le quartier, je vais rajouter plutôt le rez-de-chaussée, ça va être des petits magasins. Donc au final, le besoin de base, c'était construire sa propre maison, et par la suite, il va commencer à rajouter des choses, jusqu'à ce que ça devienne ingérable. Et après, en fait, pour gérer la vie ensemble, c'est pas facile. Donc vraiment, en fait, si je prends une analogie, en fait, un monolithe en fait peut correspondre à ça. C'est quelque chose qui a démarré petit et qui se retrouve en fait à cette. Donc, ce qui était une maison de mon père devient en fait c'est une résidence avec des commerces en bas. Un truc beaucoup plus joli, ça pourrait être ça. Dès le départ, on prévoit ce qu'on va construire. On sait en fait qu'il va se limiter à un périmètre. Un centre commercial, c'est prévu pour être un centre commercial. Et non pas il démarre un centre commercial, par la suite ça devient des bureaux de travail, par la suite on va essayer de rajouter ou de sortir des petits magasins. Pourquoi? Donc vous imaginez bien en fait que c'est pas quelque chose qui est viable. On ne peut pas avoir ça. D'une manière générale aussi, je reviens un peu au concept que j'ai cité au début, cette histoire de monolithe, le monolithe et le microservice. Un monolithe, comme vous le voyez ici, en fait, c'est une application qui va couvrir tout. Exemple l'application de e-commerce, on va avoir l'UI, la partie qui va gérer les commandes, l'inventaire, le shipping, le paiement, tout ça dans une seule application. Et le code, en fait, notre code applicatif, il devient énorme à un certain moment. Dès qu'on touche une petite fonctionnalité, on a toujours peur en fait que ça va toucher la globalité de l'applicatif. Descendre dans le découpage, j'aime bien en fait ce schéma-là parce que là, vous voyez, en fait, c'est pas systématiquement une fonctionnalité, elle va sortir à part. Par exemple, en fait, on peut décider que toute la partie, les commandes et l'inventaire, ça va ensemble. Ça va ensemble parce que quelque part, c'est le même domaine métier. Donc, je pourrais les regrouper ensemble et je peux laisser les autres. Donc, tout ce qui est architecture microservice, c'est très bien sur le fait en fait que demain j'ai un autre service qui va faire autre chose. Par exemple, on peut imaginer, là en fait on fait du shipping, on va dire, bah celle-là, ou plutôt en fait celle-là je vais le supprimer, hop, j'aurais pas dû toucher, pardon. Là je vais supprimer le shipping, ça va être fait par une autre entreprise, je peux supprimer carrément mon code à moi sans vraiment impacter le reste de l'applicatif. Donc vraiment mon application elle est vraiment modulaire. Je peux plugger en fait autant de sous-applicatifs que je souhaite. Quand on fait généralement aussi, quand on arrive, la vraie vie aussi fait que quand on arrive dans des entreprises, parfois, le parc applicatif, il est assez important. Et que si on veut être dans une démarche de modernisation, on veut, à partir de maintenant, commencer à faire du microservice, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est se dire, on va tout casser, on va tout réécrire. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. C'est vraiment très très difficile parce que il y aura toujours les problèmes. Est-ce que quand on vire quelque chose, on ne connaît pas toujours en fait quelles sont les implications. Donc il y a un pattern en fait qui est très très bien en fait qui s'appelle le strangler qui va faire l'étranglement. C'est-à-dire quoi? Vous avez un nouveau service, vous pouvez se dire à partir d'aujourd'hui, tout nouveau service que je peux développer et avoir son cycle de vie à part, je le développe en fait avec la nouvelle façon de faire. Et après, petit à petit, jusqu'à ce que j'arrive en fait à tout courir. Donc, vous voyez, en fait, on démarre petit et petit à petit, ça, vous voyez, en fait, ça, il y a des arbres en fait qui font ça. Donc, il y a l'arbre principal et petit à petit, en fait, elle va prendre le dessus de l'arbre principal jusqu'à ce que ça devienne l'arbre principal. Donc, l'idée, c'est commencer petit et isoler un périmètre, développer dans la fonctionnalité ou la nouvelle, on va dire, techno que vous souhaitez utiliser et par la suite, vous étaler sur le reste. Donc j'ai dit Mac, j'ai dit M, c'est microservices. Maintenant, en fait, on va parler de la deuxième S, c'est A, c'est pour dire API. Les API, en fait, je pense que si je pose la question que je pose assez régulièrement, qui pense ne pas utiliser des API tous les jours, voire toutes les minutes? Je ne devrais pas avoir de personnes qui lèvent la main. Parce que quand vous êtes en train de consulter votre compte en banque avec votre téléphone, il y a des API qui s'appellent. Donc l'API vraiment, de point de vue applicatif, c'est le bas niveau. Dans GCP par exemple, quand vous faites du cloud, quand vous êtes sur la console pour créer une VM ou faire n'importe quoi, derrière en fait,
Le plus bas niveau, c'est comme dans le réseau, en fait, c'est un paquet qui part, donc c'est un appel API qui sort. Donc vraiment, l'API, elle est partout. Elle est partout et ça devient la norme de communication entre les différents systèmes. D'ailleurs, on peut l'utiliser dans la communication front-back. Vous avez une vue en fait en Angular, le back en fait c'est l'échange d'API. Donc vraiment l'API en fait elle est là pour il y a un consommateur et un producteur ou quelqu'un qui va produire et l'idée aussi c'est de cacher en fait ce qu'il y a derrière. Donc vraiment la personne qui consomme l'API il voit que l'interface de l'API, il va voir quels sont les paramètres qu'il doit voir et qu'il doit envoyer à un endpoint avec un verbe HTTP pour faire créer une ressource, la modifier, la supprimer, ainsi de suite. Le cycle de vie d'une API, ça peut se résumer en ces étapes-là. Donc, quand vous faites de l'API, généralement, vous allez designer votre API et généralement, vous allez produire ce qu'on appelle les OS, le Open API Specification. C'est par abus de langage, en fait, les gens ils vont comprendre le mot Swagger. C'est pas Swagger, c'est le bon. Mais après, je l'utilise aussi pour faciliter. Mais c'est le bon terme que vous pouvez utiliser, c'est Open API Specification. C'est le fichier YAML ou JSON en fait que vous pouvez utiliser pour décrire votre API. Quels sont les endpoints? Quels sont les verbes utilisés? Quand vous souhaitez créer, par exemple, ou consulter votre compte, quels sont les paramètres attendus? Quels sont les moyens d'authentification pour utiliser cette API? Donc, il y a la partie design. Après, il faut la développer. Il faut la sécuriser, surtout. Il ne faut pas ignorer en fait cette phase primordiale. Après, il faut déployer, la rendre disponible. Il faut la publier, en fait, il faut la rendre visible. C'est différent. Le déploiement, c'est pas la publication. La publication, c'est vraiment que votre API soit visible. Et généralement, on utilise les dev portals. Les dev portals, c'est un moyen d'exposer vos API. On doit la monitorer, même si ça vient après, mais c'est quelque chose qu'il faut penser dès le départ. Dans la méthodologie SRI, chez Google, en fait, c'est la première des choses auxquelles il faut penser, c'est comment monitorer. Si dès le départ, quand vous êtes en train de développer votre application, vous ne pensez pas au monitoring, à un certain moment, vous perdez le contrôle. Vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, le monitoring, c'est vraiment très important. Ça vous permet, en fait, aussi, quand vous monitorez, vous êtes capable d'analyser, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui rentre comme trafic, qu'est-ce qui sort. Et dans l'API, dans le monde de l'API, il y a aussi la monétisation qui n'est pas vraiment applicable pour tous les API ou parfois c'est pas le besoin, on n'a pas vraiment envie de monétiser les API, mais sachez-le en fait qu'aujourd'hui on monétise les API. Quand vous souhaitez utiliser l'API de Google Maps par exemple, vous avez un quota d'appels API en fait qui sont gratuites, mais si vous êtes un startup en fait que vous allez vraiment consommer de l'API Google Maps, vous allez payer. Je parle aussi quand on parle de l'API, en fait, il y a un autre concept qui n'est pas très, ou un autre concept, c'est une autre brique en fait que vous pouvez utiliser que parfois elle est négligée, qui est l'API management. Quand vous avez pas, par exemple, quand vous n'avez pas d'API management, vous avez imaginé dans une entreprise, dans une banque par exemple, parce que là il y a beaucoup d'API qu'on peut exposer. Si vous n'êtes pas, si vous monitorez pas en fait qui appelle quoi, qui appelle quel API, ça va ressembler à ça à un certain moment. C'est-à-dire, vous ne savez plus en fait qui appelle l'API, par exemple, de consultation de référentiel client, référentiel fournisseur, ainsi de suite. Donc, quand on ramène en fait une solution dans notre architecture d'API management, ça revient beaucoup plus simple. C'est vrai, en fait, on peut penser que c'est un SPOF, c'est un single point of failure, c'est parce qu'on a un composant central qui va être le point central, mais c'est pareil parce que les solutions aujourd'hui, ils sont scalables, ils sont modulables et ils sont vraiment très très bien faites. Donc, une solution d'API Management, elle va vous permettre surtout de sécuriser, d'analyser, d'avoir surtout la partie gouvernance. Donc, principalement, c'est sécuriser, par exemple, des API qui sont legacy, pour lesquels vous n'avez pas la main, mais aussi être capable de voir ce qui se passe, qui appelle qui et qui a le droit d'appeler quoi. Ça, c'est une définition que je récupère toujours de Gartner, en fait, qui donne une définition de l'API management. En tout cas, je vais la résumer rapidement. L'API management, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est une solution qui va vous permettre d'exposer d'une manière sécurisée vos API, que ce soit en interne ou en externe. Il y a des solutions d'API management qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes. Et surtout, en fait, c'est quoi une API management? Parfois, on fait un peu la réduction quand on dit API management, on va penser tout de suite à la gateway. On dit API gateway.
La gateway, ce n'est qu'une composante en fait, de votre API management parce que une solution d'API management, elle contient certainement une gateway en fait, pour processer le trafic qui passe, mais aussi ça contient un dev portal, ça contient une interface web en fait, pour la partie administration, ça vous permet d'avoir du reporting, de l'analytics, mais aussi vous permettre de monétiser vos API. Ça c'est les deux, on va dire, les deux entreprises qui vont faire beaucoup de notifications, non pas de notifications j'ai pas trouvé le mot en français, mais de vous donner en fait quelles sont les entreprises qui sont reconnues sur différentes technologies. Par exemple, sur de l'API management, il y a Gartner et Forrester. Et là, par exemple, si on veut aller chercher les leaders en termes d'API management, en fait, il faut regarder ici. Vous voyez, en fait, il y a plein de solutions. Il y a Gravity, en fait, une solution française. Il y a Kang, il y a Axway, en fait, aussi une solution française. Il y a Google, en fait, qui maintenant commence à s'installer comme étant un leader du marché. Alors, donc on avait parlé de quoi? On a fait le MA, partie microservice, API First, et la deuxième partie, c'est Cloud Native. Et pour Cloud Native aussi, je vous montre, je vous donne ce livre-là, en fait, qui est intéressant, qui définit un peu c'est quoi une application Cloud Native. C'est une application Cloud Native, c'est une application qui se repose surtout sur les conteneurs et qui va aussi en fait être intéressante quand on lui applique les pratiques DevOps. Pourquoi en fait on essaie dès le départ en fait de penser des applications cloud native? 3 minutes? Ok. Mon compteur il me dit en fait j'ai encore 5 minutes. Ben, je vais accélérer un peu. L'avantage en fait des applications cloud native, c'est qu'ils sont scalables. Aujourd'hui, j'ai un site web, il y a le Black Friday, je vais avoir beaucoup plus d'instances en fait pour répondre aux besoins. Si je déploie mon application sur mon serveur, je suis un peu embêté. Et en plus, même si j'achète, en fait, j'achète suffisamment de serveurs. Après le Black Friday, qu'est-ce que je vais faire? Ce sont des serveurs qui vont rester sans vraiment être utiles. Donc, on va dire utiliser le cloud, ça me permet d'avoir la scalabilité au moment voulu. J'ai pas envie d'avoir énormément d'instances en fait, pour répondre à ça. Mais aussi l'élasticité, c'est-à-dire je peux démarrer avec des instances, par exemple un serveur, si je déploie mon application sur une VM, je peux démarrer petit, mais si je veux l'étendre, je suis capable de l'étendre aussi. Je vous ai dit en fait que ça se repose surtout en fait il faut avoir quand on fait du cloud. Ça serait dommage en fait de ne pas avoir ou implémenter des solutions qui se reposent sur de la CI/CD. La CI/CD c'est quoi? C'est deux choses. C'est CI pour dire Continuous Integration et CD pour Continuous Deployment. Continuous Integration c'est quoi? Vous avez votre application qui est aujourd'hui en prod, qui tourne, et vous avez une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous faire de la CI. Continuous intégration. Donc, vous allez développer votre applicatif ou votre petite fonctionnalité, vous allez la tester. Si c'est bon, vous allez l'intégrer dans le code existant. Et la partie CD, c'est plutôt, en fait, là, on est sur le déploiement. Une application, l'idée, c'est qu'elle arrive à la fin à être en production. Donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où j'ai testé on va dire, ma fonctionnalité, je veux en fait qu'elle aille en prod, donc je vais rentrer dans un cycle où je vais je vais builder mon code, je vais le réaliser, je vais le déployer, je vais le tester et surtout je vais le monitorer. Et petit à petit jusqu'à ce que j'arrive en production. Ça, c'est un exemple. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, dans le sens où en fait, je suis capable de builder des applications que je déploie sur du Cloud Run, qui est une solution de Google Cloud. Mais après, je vais utiliser Azure DevOps en fait, comme étant chaîne CI/CD. Je peux faire du GitLab CI, je peux faire du GitHub Action, je peux faire aussi du Cloud Build. Je peux faire vraiment n'importe quelle solution ici en fait, pour déployer une application en mode CI/CD. Alors, donc on a dit Mac. Donc la dernière chose c'est H, headless. Après, en fait, pour trouver une photo qui illustre ça, en fait, j'avais trop peur parce qu'effectivement, euh, ça peut m'emmener en fait sur un terrain glissant. D'accord? Bon, et j'assume aussi mes origines, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc après plusieurs essais, j'ai réussi à trouver ça. Donc vraiment, headless, c'est quoi? C'est pas de tête. Et surtout, en fait, quand on va dire pas de tête, c'est dans le monde de l'applicatif, quand on va essayer de construire des applications pour lesquelles on va penser back et on va vraiment faire abstraction sur comment je vais comment je vais exposer ça ou comment l'utilisateur final
va utiliser mon back-end. C'est vraiment en fait c'est avoir un focus en fait d'amélioration ou de maximisation de l'expérience développeur ou l'expérience aussi utilisateur. Donc l'idée c'est quoi? C'est séparer front et back vraiment en fait d'une certaine manière à ce que je déploie ou je crée mes fonctionnalités back, fonctionnalités business, et après je pense d'une autre manière en fait sur la partie front. C'est-à-dire vraiment et après en fait ça se repose aussi sur ce qu'on a vu avant. C'est du microservice au final. J'ai le front et j'ai le back. C'est aussi de l'API parce qu'au final le front et le back ils vont communiquer les deux avec de l'API. Ce que j'ai présenté ici, encore une autre fois, ce sont des principes que vous pouvez l'appliquer. Après, ça a des avantages et avant, je mettais des inconvénients. Au final, je qualifie ça comme des challenges. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus flexible. Vous avez une nouvelle fonctionnalité, vous êtes en microservice, hop, tout de suite, je peux me lancer. Le développeur aussi, en fait, il est beaucoup plus facile en fait, à onboarder un nouveau développeur parce qu'il se lance sur un code qui n'a pas peur en fait, de se dire bah, je vais casser quelque chose. Moi, avant, j'ai travaillé dans une banque. On m'a dit en fait tout programme Pascal, si ça fonctionne, tu touches pas. Tu touches pas, tu fais rien. Tu fais un truc en parallèle, mais tu touches pas. Donc ça, c'était un peu frustrant en fait de faire ça. Le time to market aussi, c'est rapide. Une fonctionnalité, je la déploie. Une nouvelle fonctionnalité, je la développe, je la déploie. Je fais du cloud. J'ai pas envie de demander à ce qu'on m'achète un serveur et si en plus si je suis dans le public, alors c'est mort. On peut attendre 4-5 ans en fait pour avoir le serveur disponible. La scalabilité aussi, l'agilité. Les challenges surtout en fait j'essaie de résumer en 3 challenges en fait. C'est que quand on fait du microservice, c'est vrai en fait vous allez avoir plusieurs. Donc il ne faut pas descendre dans vraiment la granularité la plus fine parce que sinon c'est maintenir tout ça, c'est pas facile. Aussi, en fait, je pense que une des plus grands challenges, c'est avoir des personnes, là, on touche beaucoup de choses, et avoir des personnes qui sont capables, en fait, capables de leader, en fait, différents domaines, le cloud, le DevOps, le front et le back. Donc, ça, c'est vraiment un des challenges, en fait, qu'on peut avoir. Ça, c'est un schéma que j'ai créé. En fait, il est sur un article Medium. J'ai oublié de mettre le lien vers l'article Medium. Donc, on peut résumer ce que je viens de dire en un truc très simple. Je veux faire du Mac. Qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, je vais découpler le front et du back. Donc, je fais du hash. Mon hash. Après, en fait, je vais adopter tout de suite en fait le API first. Avec ces deux principes, je vais produire des applications qui sont en microservices et je déploie tout ça en fait dans le cloud. Donc vraiment, c'est vraiment la démarche, en fait, comment en une phrase, je résume la Mac architecture. Je suis arrivé à la fin, j'ai 22 minutes, donc j'ai vraiment respecté. Donc Léandre, il me disait 3 minutes, donc Léandre, je suis à 22 minutes, donc je suis super là. Ça, c'est pour vos feedbacks. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre, c'est du QR code, c'est rapide, ça vous prend, allez, 20 secondes. C'est des boutons radio à checker. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Si vous souhaitez aussi laisser un commentaire, n'hésitez pas. Et aussi, je laisse mon QR code en fait de LinkedIn. Donc, pour ceux qui souhaitent qu'on reste en contact, même après la journée de journée, parce que je reste jusqu'à la fin, n'hésitez pas en fait à me pinguer. Est-ce que maintenant on passe à la deuxième partie, question. S'il y a des questions, je suis, je suis là. Après, en tant que traîneur GCP aussi, c'est que quand il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai bien expliqué. Donc ça ne me vexe pas. Des questions? Pas de questions? Et puis, du coup, on peut clôturer alors là. Merci beaucoup. Merci.